Salut à tous, bienvenue sur Tuto Bricolage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un rig de minage qui permet de toucher une rémunération en participant à la sécurité d'une blockchain. Allez, c'est parti. Avant tout, il faut comprendre comment fonctionne une blockchain. Si vous souhaitez faire une transaction avec le système bancaire traditionnel, il y a au moins 3 intermédiaires. Votre banque, un tiers et la banque de celui qui reçoit le paiement. C'est un réseau centralisé autour des banques. Avec la blockchain, vous êtes votre propre banque et il n'y a aucun intermédiaire entre vous et celui qui reçoit le paiement. C'est donc un modèle décentralisé. Si l'on rentre un peu plus dans le détail, admettons que A effectue une transaction vers B. On va regrouper plusieurs transactions dans un même bloc qui sera vérifié par une technique cryptographique grâce aux mineurs. Une fois validé, le bloc est ajouté à la chaîne de blocs et devient infalsifiable. B reçoit donc sa transaction. Le délai de validation des transactions varie de plusieurs minutes à quelques secondes selon la blockchain utilisée. Concrètement, les mineurs cherchent à obtenir un hash avec plusieurs zéros au début. Ils vont donc consommer de la puissance de calcul informatique, c'est ce que l'on appelle la preuve de travail. Le hash est une fonction qui va permettre d'obtenir une série de caractères limités à partir d'un texte. C'est une fonction à sens unique, impossible à décoder. On ne peut pas retrouver le texte d'origine à partir du fichier de hash. Voici un exemple de fonctionnement d'une blockchain. Chaque bloc, comme vous pouvez le voir, est constitué d'un numéro, de données, du précédent hash et d'un nonce. Le rôle des mineurs est de modifier ce nonce jusqu'à trouver un hash avec plusieurs zéros au début pour que le bloc soit valide. Prenons l'exemple de Pierre qui veut envoyer un bitcoin à Paul. Julie veut en envoyer 0,5 à Jean et Mathis 3 à Lucie. Vous voyez que le hash change radicalement quand on modifie le texte et ne contient pas de zéro au début. Il faut donc chercher le nonce qui va permettre d'obtenir des zéros au début. Comme il est très long de le faire à la main, il faut tester toutes les possibilités avec un ordinateur. C'est ce que l'on appelle le minage. Une fois que le bloc est validé, on peut passer au suivant, dans lequel on retrouve le hash que nous venons de calculer. Et ça continue comme ça. Prenons le cas d'un hacker qui veut voler les bitcoins de Lucie. Il doit modifier le registre et donc le texte du premier bloc. Mais cela va changer le hash qui n'a plus les zéros au début, et ainsi invalider toute la chaîne. J'ai essayé très rapidement de vous expliquer le fonctionnement d'une blockchain. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai des vidéos plus détaillées à ce sujet. Nous allons maintenant voir comment fabriquer une machine qui peut faire des calculs sur la blockchain Ethereum. Donc j'ai récupéré un vieil ordinateur que j'ai démonté, j'ai gardé la carcasse, la carte mère avec un Intel Pentium, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour le processeur, 2 Go de RAM. Il faut une bonne alimentation, donc j'en ai pris une de 750 watts de chez Gigabyte. L'installation est super facile, il y a juste 4 vis à visser. Ensuite, il faut raccorder le câble de la carte mère. L'alimentation du processeur, dans mon cas c'est un 4 pins. Vous aurez besoin d'une carte graphique qui a au moins 6 Go de mémoire, c'est par rapport au DAG de la blockchain Ethereum. Dans mon cas, c'est une 1070 6 Go. Les cartes graphiques se branchent sur les ports PCI Express 16 lignes, à ne pas confondre avec les ports PCI sur lesquels il n'est pas possible de connecter vos cartes graphiques. Il existe aussi des ports PCI Express 1X, donc c'est le petit qu'on voit sur l'écran, on verra plus tard dans la vidéo comment l'utiliser. On aura ensuite besoin d'un disque dur, 32 Go suffisent. On connecte son alimentation SATA, le câble SATA pour les données. On va ensuite connecter l'alimentation externe de la carte graphique. Alors petite précision à ce sujet, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur internet. Ce qui est super important, c'est de toujours respecter les puissances maximales de chaque câble. Donc en l'occurrence, vous voyez que le câble SATA peut prendre maximum 54 watts, 156 pour les câbles Molex et 280 pour les câbles PCI Express.
Donc dans mon cas, la carte graphique est alimentée par la carte mère jusqu'à 75 watts et au-dessus, donc c'est mon adaptateur SATA Molex qui va l'alimenter. Donc je sais que cette carte graphique consommera maximum 90 watts, je la briderai par la suite. Donc on fait 90 moins 75, ça nous donne 15 watts. Donc vous voyez bien qu'on est bien inférieur aux 54 watts du SATA. Je vous mettrai dans la description la fiche récap avec le plan du montage et les puissances maximales admises par chaque câble. Il ne nous reste plus qu'à connecter le bouton pour démarrer le PC. Donc voilà, ça se connecte à côté du port SATA. Ensuite, pour pouvoir installer d'autres cartes graphiques, je vais utiliser ce qu'on appelle des risers pour déporter les cartes graphiques. Donc ils sont vendus avec un adaptateur pour port PCI Express 1X. Donc là vous voyez que j'utilise les câbles Molex pour alimenter la base des cartes graphiques, donc jusqu'à 75 watts par carte. Il faut toujours privilégier les câbles les plus proches pour avoir la distance minimale avec l'alimentation. Et de l'autre côté, j'utilise une carte d'extension qui va permettre de connecter jusqu'à 4 cartes graphiques sur un seul port PCI Express. Donc du coup, même avec une vieille carte graphique comme celle-là, je peux connecter en tout 5 cartes graphiques. J'ai ensuite fabriqué un support du coup pour ces autres cartes graphiques, donc avec des bouts de palette que j'ai bien poncés pour enlever les impuretés. Donc j'ai fait un petit cadre tout simplement en me basant sur les profilés des cartes graphiques. Donc j'ai mis un coup de lasure pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impuretés. Et puis je viens simplement le visser sur l'ancien boîtier du PC avec 2 vis. Donc j'ai fait aussi un petit support pour un ventilateur pour mieux refroidir les cartes. Ensuite on installe les risers, la carte graphique, en tout j'ai 2 GTX 1070 et 2 GTX 1060. Même chose que précédemment, il faut connecter les alimentations externes, toujours en respectant le schéma que je vous ai donné en début de vidéo. Et bien penser à câbler les ports USB qui permettent d'envoyer les données dans les cartes graphiques. Et puis j'ai attaché les câbles qui traînaient avec un petit rise-lampe pour que tout soit propre. On peut donc démarrer le PC, on branche l'alimentation, on l'allume. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour démarrer le rig. Donc comme vous pouvez le voir, les risers s'allument bien, les ventilateurs des cartes graphiques s'activent. Donc c'est signe que tout est fonctionnel. Bien sûr, j'ai installé le logiciel iVOS sur le disque dur pour pouvoir contrôler les cartes graphiques à distance. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont stables à environ 70 degrés. À la prise, le rig consomme environ 2,2 A par heure, donc on va pouvoir calculer la rentabilité. Le rig pompe 500 watts, donc ce qui nous fait environ 360 kWh par mois. À un coût de 11 centimes, ça me coûte 39,60 €. Sur les 30 derniers jours, j'ai en moyenne miné 0,0366 Ether, donc j'ai une puissance de 81 MHz par seconde, ce qui au cours actuel donne environ 98 € et donc un bénéfice de 59 €. A savoir que le minage d'Ethereum est voué à disparaître dans les prochains mois ou années, ça n'empêche pas que le fonctionnement d'un rig est le même, que ce soit pour la blockchain Ethereum ou pour une autre blockchain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis moi je vous mets dans la fiche récap tous les plans et les liens pour installer le système d'exploitation iVOS. Allez, ciao ciao!